Vous l'avez vu, For You Media Africa en direct de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Les dirigeants du monde sont donc du côté de New York pour participer à ce sommet. Les dirigeants africains également y sont. Ce sera bien sûr For You Media Africa vous relèvera justement jusqu'à la fin de cette rencontre. On écoutera les différents discours des dirigeants, mais surtout les dirigeants africains. C'est bien sûr sur votre télévision 24 heures sur 24. Vous pourrez bien sûr suivre le déroulement de ces débats. Tout à l'heure, on suivait d'ailleurs le président Zelensky, le président ukrainien. Mais nous, ce soir, dans le cadre du point sur l'actualité, on va s'intéresser justement en thématique d'accueil à ces dirigeants qu'on appelle aujourd'hui les dirigeants révolutionnaires. Est-ce qu'ils vont participer? Du moins, on le sait déjà, ils ne participeront pas. On parle du Mali, du Burkina Faso, du Niger, voilà, qui ne seront pas de manière physique, c'est-à-dire les présidents eux-mêmes, ils sont représentés. On a vu tout à l'heure le président malien qui est représenté par toute une délégation, dont le ministre des Affaires étrangères, mais aussi d'autres ministres qui forment bien sûr cette délégation malienne, tout comme les autres des autres États, Burkina Faso, le Niger. On n'a pas encore beaucoup d'informations en ce qui concerne la représentation du Niger de ce côté-là, mais en tout cas, on en saura un peu plus. Mais ce dont on est sûr, c'est que le président de la transition du côté de la Guinée-Conakry, lui, il a fait le déplacement lui-même. Eh bien, il est prévu, il est programmé pour prendre la parole devant justement ses homologues au niveau des Nations Unies. De quoi va-t-il parler? De toutes les façons, on y reviendra plus tard, après bien sûr son discours, certainement dans les toutes prochaines heures. Ce sera en tout cas notre thématique d'accueil. Et puis on va sortir avec l'actualité, ce qu'on fait aujourd'hui. On parle de tensions politiques entre le Maroc et bien sûr la France. Depuis ce désastre qui s'est déroulé du côté du Maroc, la France s'est portée volontaire pour aider le Maroc. Et bien sûr, Catherine Colonna avait annoncé une visite du président Macron de ce côté-là au Maroc. On a semblé ne pas être au courant et on a l'impression, d'après les dires, on reviendra là-dessus rapidement, que le président français est persona non grata du côté du Maroc. Mais avant d'y revenir, rapidement, nos invités vont quand même dire un mot en ce qui concerne la présence de Mamadi Doumbouya. C'est le président de la transition en Guinée. Il est là-bas du côté de New York, contrairement à ses homologues du Mali, du Burkina Faso et encore du Niger. André Christelle Fonga, bonsoir, je vous accueille avec cette thématique. Bonsoir Manuela Seke, merci de m'avoir invité. Bonsoir aux téléspectateurs de For You Media Africa. Merci pour cette invitation pour discuter des questions hyper importantes de notre continent et du monde entier. Je vois que la collaboration entre les autorités de transition de la Guinée-Conakry se porte bien avec les Nations Unies et les autres, l'Union européenne et tout le reste. En fait, nous sommes dans une logique où on voit la différence entre les ruptures d'ordre colonial et les coups d'État. Parce que quand nous regardons cette invitation de Mamadou Doumbouya qui se déplace personnellement, alors que de l'autre côté, le narratif occidental appelle putschiste, je ne sais pas quoi, tous ces noms péjoratifs, les autorités de transition du Mali et du Burkina Faso. Donc, vous voyez qu'il y a la différence entre les coups de force et les coups d'État. Et aujourd'hui, nous constatons que Mamadou Doumbouya est devenu un bébé chéri, n'est-ce pas, des Nations Unies, ou bien qui peut voyager normalement comme il faut. Parce que je voudrais vous rappeler, vous sortez de Pointe-Noire, je voudrais vous rappeler que pour aller en Russie, le président Denis Sassou Nguesso a eu tous les problèmes. Son avion a été bloqué au niveau de Dubaï parce qu'il ne fallait pas continuer le voyage, parce que les assurances de ces avions-là, des sociétés ne pouvaient pas accéder au niveau du territoire russe. Donc vous comprenez qu'il y a une politique qui est en train de se passer dans le monde, que si vous ne prêtez pas attention, vous allez adouber des brebis à la peau de en fait, des agneaux, des loups à la peau d'agneau. Donc, faisons très attention. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec Mamadou Doumbouya, nous regardons encore et nous savons qu'il y a beaucoup de coups d'État qui sont véritablement une marque, une fabrique
venus de l'Occident et des coups de force, des ruptures d'ordre constitutionnel venant de l'Afrique profonde et des peuples. Ce qu'il faut également rappeler, André Christelle Fonga, c'est que justement, il y a eu ce sommet du côté de Saint-Pétersbourg, sommet Russie-Afrique, où on a vu plutôt justement les autres dirigeants du Burkina Faso, du Mali et tout, qui ont fait le déplacement contrairement au président Mamadi Doumbouya. Mais c'est pour ça que je vous ai pris cet exemple, en prenant l'exemple de Sassou Nguesso, pour que vous compreniez bien la différence. Et jusque-là, pour vous dire qu'il y a des gens qui sont bienvenus dans certains États, n'est-ce pas? Où on déroule. D'ailleurs, Ibrahim Traoré était la grande star de ce sommet-là. Vous avez vu que ça soit ses déclarations, que ça soit son accueil, que ça soit, sans compter le patriarche président Paul Biya. Donc, vous comprenez qu'en réalité, il y a deux blocs qui se sont véritablement formés. Et on sait qui est qui dans ce bloc-là. Et on sait qui travaille pour l'avancement de tel bloc ou bien pour faire la politique de tel autre bloc. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, nous l'avons toujours suspecté, M. Mamadou Doumbouya, d'être un peu... Après, est-ce qu'il faut tirer des conclusions maintenant? Mais on peut déjà tirer des conclusions, parce que si les autres sont persona non grata, n'est-ce pas? Oui. Et qu'on continue à utiliser le narratif péjoratif appelé putiste, n'est-ce pas? Comme au Niger, comme au Mali, au Burkina Faso, alors que celui du Gabon, celui du Tchad et celui de la Guinée-Conakry sont les bébés chéris de l'Occident. Donc, on comprend, on tire des conclusions en réalité, que non, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Et aujourd'hui, nous savons que la politique internationale, c'est deux camps. Ou vous êtes sur le banc de touche du bloc communiste, ou bien si vous êtes toujours sur le bloc occidental, le banc de touche occidental ou capitaliste. Merci à vous, André Christelle Fonga, président Matomba. Bonsoir, vous êtes avec nous également ce soir. Alors, cette présence du président Mamadi Doumbouya, le président de la Guinée, donc du côté des Nations Unies, est-ce que ça vous interpelle? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt être plus ou moins, peut-être, je ne vais pas dire content, mais applaudir ou acclamer parce qu'on a au moins l'un de ces dirigeants qui peut porter la voix de ces autres homologues qui sont aujourd'hui à la tête de ces États? Écoutez, les Nations Unies appartiennent d'abord à toutes les nations. Tout à fait. Ça veut dire que le secrétaire général, même en la personne d'Antonio Guterres, n'a pas la capacité d'interdire à un État, n'est-ce pas, d'être présent aux Nations Unies. Oui. Maintenant, il faut noter que malheureusement, ces réunions des Nations Unies n'accouchent que des souris mortes. Au lieu de parler, je ne parlerai pas de figuration de nos différents chefs d'État ou alors de nos différentes délégations, mais je parlerai plutôt de tribunes. Oui. Je pense que il y a quelque chose d'essentiel que nous ne devons pas perdre de vue, et je crois que c'est ce qui se passe depuis un certain moment dans le comportement de nos différents chefs d'État ou alors de nos délégations. Les Nations Unies sont pour une tribune d'expression devant laquelle ils s'expriment devant le monde entier et devant plusieurs autres homologues qu'ils ont. Tout à fait. On peut retenir d'ailleurs ce qui s'est passé l'an dernier avec les discours très applaudis de la délégation malienne, tenue par le colonel Maïga. Oui. Et on sait depuis ce temps-là que ce lieu est beaucoup plus considéré pour plusieurs désormais, beaucoup plus comme un lieu, si vous voulez, d'expression où ils vont véritablement lâcher leur message. Bon, à côté de ça, il ne faut pas oublier que la rencontre de plusieurs chefs d'État en ce sens-là permet, n'est-ce pas, de se créer des relations, des coopérations bilatérales. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de voir Jean ou Paul que vous ne voyez pas constamment, ou alors vous avez la difficulté de joindre, parce qu'il faut le dire, même entre les chefs d'État, ce n'est pas la possibilité de joindre un autre chef d'État ou coopérer avec un autre chef d'État n'est pas la chose la plus facile. Donc, parfois aussi, ces chefs d'État, n'est-ce pas, utilisent cet endroit comme étant le lieu où ils vont faire leur rencontre, où ils vont essayer de nouer des contacts pour, n'est-ce pas, des coopérations bilatérales. Mais il faut dire, Madame Siké, que la présence de Doumbouya peut peut-être se justifier
par le fait qu'il désire utiliser cet endroit comme étant une tribune où il veut faire passer un message. Ouais. Mais je crois pour ma part que c'est le mauvais endroit. C'est le mauvais endroit parce que même si vous déroulez, n'est-ce pas, le message porteur qui est le vôtre, il reste que ça entrera dans les oreilles des gens qui n'entendent pas ce qui vient, n'est-ce pas, de l'Afrique. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, n'est-ce pas, dans ce qu'on pourrait appeler l'ONU, l'ONU, c'est qu'il y ait une refonte profonde de cette histoire-là. Parce que tant qu'il n'y a pas de refonte, j'évite de parler de réforme, tant qu'il n'y a pas une refonte profonde de l'ONU, il est évident que les Africains seront malheureusement des faire valoir, n'est-ce pas, dans cet organe. La deuxième chose, c'est qu'il faut comprendre la clairvoyance, n'est-ce pas, de certaines autorités de ne pas prendre part à ces sommets, en l'occurrence ceux du Mali, du Niger et même du Burkina, parce qu'ils pouvaient, Madame Siké, ils pouvaient, je le dis encore, les Nations Unies n'ont pas vocation à interdire ces derniers d'arriver sur le sol pour le sommet, n'est-ce pas, des Nations Unies. Ils n'ont pas vocation. Ils peuvent entrer, ils peuvent siéger s'ils le désirent et même discourir s'il le faut. Mais il ne faut pas perdre de vue que dans ce lieu-là, Madame Siké, il y a des dirigeants qui ont été tués parce qu'ils sont montés sur cette tribune. Il y a des dirigeants qui ont été empoisonnés là, dans les Nations Unies. Je ne vous citerai pas, je ne voudrais pas revenir sur les cas d'Hugo Chavez et autres. Donc, ce n'est pas à moi de vous le dire. Donc, aujourd'hui, la prudence voudrait même que, lorsqu'on est dans un combat, comme ce qui est mené de souveraineté et de véritable indépendance, qu'on sache avec qui marcher et où aller. Peut-être il y a une bonne justification en matière de sécurité avec le sommet Russie-Afrique qui a justifié, n'est-ce pas, la présence de ces derniers. Certainement, ils avaient toutes les garanties en matière de sécurité et ils s'y sont rendus. Mais peut-être ce n'est pas les mêmes garanties de sécurité qu'ils ont aux Nations Unies. Mais il faut noter que la présence de leurs différentes délégations, ils sont. Tout à fait. Donc, il faut dire que quand on est dans un combat comme celui porté par plusieurs Africains et surtout ces dirigeants africains aujourd'hui, la prudence est véritablement nécessaire. Il ne faudrait pas perdre de vue aussi, Madame Siké, que l'un des derniers, ou alors le dernier discours du guide libyen Mohamed Kadhafi, il avait même dit que le souhait, c'est que les Nations Unies se délocalisent du sol américain pour le continent africain. Parce que si on va dans les refontes profondes, voyez-vous, il n'y aura plus uniquement 5 membres permanents au Conseil de sécurité qui eux dictent la loi aux autres et les autres doivent suivre. Ils ont droit de veto, les autres doivent suivre. Et puis on essaie de vous faire miroiter une place pour 55 pays et on vous dit non, ce sera important. Là, désormais, vous avez une voix. Une place pour 55 pays contre ceux qui ont le droit de veto. Ont-ils la même capacité que l'Afrique? La réponse est non. Ont-ils la même dimension que l'Afrique? La réponse c'est non. Ont-ils même la même population que l'Afrique en dehors de la Chine? Bien évidemment, la réponse est non. Mais d'où vient-il qu'on essaye de vous miroiter une place? On vous dit, bon, oui, on essaye de voir si on peut vous accorder une place au Conseil de sécurité. Donc, cette histoire-là a besoin d'une refonte profonde. Et à partir du moment où on commence à se pencher vers la refonte, on doit être dans le continent qui est le plus fort. Et je peux vous le garantir, le continent qui est le plus fort, vous me le direz d'ici 20 ans, c'est l'Afrique. Donc, ce sera la bienvenue que, n'est-ce pas, toutes les agences des Nations Unies s'installent plutôt en Afrique, mais que, avant cela, qui est le préalable de la refonte, qu'on repense complètement cette histoire-là. Repenser complètement l'Organisation des Nations Unies. De toutes les façons, nous allons, comme on l'a dit à l'entame, vous avez d'ailleurs commencé à voir, écouter également ces débats, ces discours des dirigeants africains sur For You Media Africa. Vous pourrez les suivre jusqu'à la fin de ce sommet. Des discours qui seront très certainement analysés ici sur les plateaux dans les différents programmes de For You Media Africa. Nous les attendons impatiemment. Alors, on va
faire un dernier tour de table pour la thématique principale de ce soir. On parle de cette tension politique qu'on voit, en tout cas, entre la France et bien sûr le Maroc. Le président Emmanuel Macron, le président français, qui serait persona non grata de ce côté-là. Alors, on rappelle que c'était le week-end dernier, précisément vendredi. Donc, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a donc annoncé qu'une visite d'Emmanuel Macron au Maroc était en préparation. Eh bien, la réponse a été très cinglante du côté du Maroc, qui n'a pas tardé à réagir. La visite du président Macron au Maroc n'est pas à l'ordre du jour, en tout cas, ni à l'ordre du jour, ni programmée. Et après cela, on a vu, voilà, une sortie 2.0 du président Emmanuel Macron qui s'exprimait et s'adressait au peuple marocain, bien sûr aussi à ses dirigeants, et demandait de laisser passer toutes ces histoires. Il faut se concentrer sur l'aide. Aujourd'hui, le Maroc a besoin bien sûr d'aide à la suite du drame d'il y a quelques jours de ce côté-là. Alors Emmanuel Macron, persona non grata, on essaie de comprendre cette tension entre le Maroc et bien sûr la France. André Christelle Fanga, il faut rappeler que cette affaire, en tout cas, n'est qu'une parmi tant d'autres, parce qu'on annonçait déjà quand même des fissures dans les relations entre ces différents pays. Pourquoi cette mafia ne marche plus? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que la plupart des fonds issus de la mafia française étaient délocalisés du côté du Maroc. Ok. Aujourd'hui, pourquoi ça ne marche plus? On ne sait pas. Mais nous savons quand même que depuis un certain temps, des relations entre M. Emmanuel Macron et le roi, oui. Oui, ce n'est pas, ils ne sont pas en odeur de sainteté. Nous nous posons la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la France, c'est comme si la France est au nid partout. C'est comme si M. Emmanuel Macron transporte une malchance qui repousse la France. Je dis bien Emmanuel Macron. Ça n'a pas été vraiment le cas avec les autres. Les autres chefs d'État, parce que à chaque fois où Macron veut aller, il est chassé. Il voulait aller au sommet des BRICS en Afrique du Sud. On l'a chassé. On l'a dit persona non grata. Il veut venir même en l'aide au Maroc. On lui dit que non. On n'a pas besoin de ton aide. Même les États-Unis, même qui étaient son protecteur hier, commencent à prendre des distances. Vous savez qu'il y a eu le sommet de l'AUKUS, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Australie, Canada et tout le reste. La France de Emmanuel Macron n'a pas été invitée. Donc, vous comprenez qu'en réalité, c'est comme s'il y a un grave problème entre Macron et les autres États. Donc, que sa politique est corrosive et abrasive. Sa politique est un peu teintée de beaucoup d'hypocrisie. Qu'on ne comprend pas véritablement cet être-là. Pourquoi il n'est pas aimable? Pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser. Comment un homme peut être aussi rejeté et repoussé? Même les Français eux-mêmes s'étonnent de comment ils ont pu élire un monsieur comme Macron. Parce que jusqu'à présent, même les Français regrettent la présence de Macron à la tête de l'État français. Donc vous comprenez que le Maroc aujourd'hui repousse son nez. Bon, on sait qu'il y a beaucoup de choses en dessous, mais il faut aller pas après, il faut comprendre que le personnage Macron n'est plus un personnage accepté de tout le monde. D'ailleurs, il est rejeté partout. Rejeté partout. Avec sa France. Je ne sais pas si c'est une malchance. Peut-être on va l'inviter au Cameroun, comme on avait fait pour le général de Gaulle, n'est-ce pas? Ou quand le général de Gaulle voulait se suicider, n'est-ce pas, avant de repartir en France, n'est-ce pas? Donc, on va l'inviter au Cameroun, on va le laver. Il ne va plus venir sur invitation officiel du président camerounais. Mais il va venir maintenant au nom du peuple camerounais, n'est-ce pas? On va le laver un peu la malchance qu'il transporte pour qu'il devienne une personne agréable à vivre. Parce que vous ne pouvez pas être pourchassé partout. Vous ne pouvez pas être chassé partout. D'ailleurs, depuis que Macron est au pouvoir, c'est comme si c'est un enchaînement de défaites. C'est un enchaînement de rejet.
de rejet, de rejet, de rejet. Mais ça veut dire que ce monsieur, il a quelque chose qui ne va pas en lui. Et on remarque justement, d'ailleurs, que cela ne se limite pas, parce que lorsqu'on parlait de, on va employer son terme, hein, le sentiment dit anti-français, on avait l'impression que cela se limitait à l'Afrique subsaharienne, mais on voit que cela va déjà au-delà, parce que je prends par exemple cette copie, l'indignation populaire des Marocains a été forte. Il le qualifie, c'est-à-dire le président Macron, désormais de barouche. C'est un terme en dialecte marocain qui veut dire immature et enfantin. Le sentiment anti-français est donc perceptible du côté également du Maroc. Faites très attention quand un peuple se réveille. Oui. Parce que les gens pensent que l'Afrique, c'est seulement ceux l'Afrique noire. Oui. Non. Les Marocains, c'est les Africains. Tout à fait. Les Algériens, c'est les Africains. Les Tunisiens, c'est les Africains. L'Égypte, c'est les Africains. Donc, de dissocier ces peuples-là de l'Afrique tout entière en qualifiant de disant que non, l'Afrique noire ou bien l'Afrique blanche, non. Oui. C'est les Africains. Et le sentiment anti-français, anti-France et de ses dirigeants est perceptible et réel. Est-ce qu'on est obligé d'aimer quelqu'un? On n'est pas obligé d'aimer quelqu'un. On n'est pas aussi forcé de le détester. Mais on est obligé de parler de ce que nous ressentons. Parce que la politique française, depuis un certain temps, a été corrosif et abrasif, a été destructif, a été très mauvaise et méchante. On ne peut pas avoir un peuple aussi barbare comme la France. Des gens qui vous ont aidé à avoir. Le Niger, par exemple, vous aide à avoir de l'électricité sur les ménages. 40% de l'électricité. Mais vous voulez quand même prendre des hommes pour aller bombarder ce peuple. Ce n'est pas de la méchanceté. Il faut être méchant. Il faut même que des Français, parce que quand on essaie de dissocier le peuple français et les dirigeants français, on s'étonne. Comment eux-mêmes, le peuple français, ne peut pas aller arrêter Macron comme monsieur? Arrêtez vos conneries. Nous sommes électrifiés à 40% ici chez nous en France. L'industrie aéronautique, l'industrie nucléaire française fonctionne grâce au nucléaire, à l'uranium du Niger. Donc vous ne pouvez pas un seul instant aller dire à ce monsieur, monsieur, arrêtez votre connerie là. Au Mali, la même chose. Au Burkina, la même chose. Mais vous pensez, mais il faut être quelqu'un d'anormal pour s'entêter. Donc il faut que ce sentiment, que les Français eux-mêmes s'indignent. Parce que je pense qu'il est l'heure de renverser M. Emmanuel Macron. Vous n'appelez pas quand même André Christophe Fanga, vous n'appelez pas quand même un coup de force du côté de la France quand même. Donc, mais si l'injustice est grandissante, s'il n'y a plus moyen, d'ailleurs même M. Macron pense au 3e mandat, donc il va faire comme ses amis Ouattara et Macky Sall. D'accord. Avant de vous passer la parole, Président Matomba, simplement à la réalisation d'entrer en contact avec, du côté de YouTube, avec Touré Ibrahima, qui semble être victime, en tout cas, qui peut témoigner, qui parle de trafic d'organes humains du côté de la Guyane française et qui a besoin de notre aide. Alors, prendre contact avec ce téléspectateur, vous le savez, cela rentre également dans notre combat, ces différentes inégalités et injustices que subissent le peuple ou alors les populations noires. Président Matomba, alors le président Emmanuel Macron, finalement, qui est rejeté un peu de partout, le Maroc, aujourd'hui également, on le savait pourtant, était en bon terme avec la France, le roi Mohamed. Aujourd'hui, c'est ce qui semble ne même pas vouloir l'aide au moment où il est le plus touché, mais jusque-là, il refuse l'aide française. Ça veut dire que le mal est assez profond. Ben écoutez, vous parlez de rejet, n'est-ce pas, du point de vue extérieur, mais vous oubliez le rejet du point de vue intérieur. Je crois que c'est sous Macron que vous avez connu des vastes mouvements de casques les gilets jaunes et bien d'autres choses. Donc même en France, ça ne va pas, Madame Siké. Et il faut dire que, j'allais peut-être dire que la politique extérieure du président Macron est nulle. Mais non, c'est la politique tout court de Macron qui est nulle et la politique française est encore beaucoup plus nulle. Il faut savoir que ce que la politique française a toujours fait en Afrique,
On appelle ça, pour le définir à des mots simples, c'est la politique container. C'est-à-dire, on vient, on prend et on va chez nous avec. C'est tout. On prend, on dépose notre container là, on le remplit et on va chez nous. C'est ce que la France a toujours mené comme politique en Afrique. Sauf que, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Mais si la France et les Français refusent de comprendre que les données d'hier ne sont plus les données d'aujourd'hui, alors c'est ce qu'on a prédit arrivera forcément. C'est-à-dire la chute complète de la France et la recolonisation de la France par les anciennes colonies. Parce que ça va arriver, Madame Siké. Voyez-vous, aujourd'hui, ce qui se passe avec le Maroc est une preuve. N'oubliez pas qu'au Maroc, vous avez plus d'1,5 million citoyens marocains. Donc, quand vous voyez la posture du Maroc aujourd'hui, et puis la France, quand on vous parle de politique idiote qu'elle mène, c'est-à-dire, on dirait que les stratèges de ce côté-là ont disparu. Ils suivent bêtement les Américains, et les Américains les entraînent toujours quelque part, et les laissent seuls, et ils restent. Concernant le Maroc, Madame Siké, oui. Le 10 décembre 2020, les États-Unis ont pris position pour le Maroc concernant le Sahara occidental. Vous savez que c'est le problème épineux qui dérange la France et le Maroc aujourd'hui. Concernant le Sahara occidental, les États-Unis ont reconnu, n'est-ce pas, cet espace-là qui appartiendrait, qui appartient, n'est-ce pas, au Maroc. Et d'autres pays d'ailleurs. La France, non. Oui. La France continue à jouer un mauvais jeu. Et vous savez que depuis janvier, il n'y a pas d'ambassadeur marocain en France, il a été rappelé. Ouais. Donc, ce sont des prémices qui montraient déjà que le double jeu de la France et sa politique container ne fonctionnent pas toujours. Les Africains en ont marre. Peut-être, ils n'ont pas un autre moyen de le dire, puisque en ayant vers la rupture des relations diplomatiques, ben, c'est déjà des signaux. Écoutez ce qu'on s'attelle à dire, non, tout ce qui devait être fait de façon bilatérale, dans la coopération bilatérale, est prêt. On attend que le signal du Maroc concernant l'aide. Mais attendez, les Caraïbes ont besoin d'aide. La Réunion a besoin d'aide. La Guadeloupe a besoin d'aide. N'est-ce pas là? C'est un département français que je viens de citer. Marseille a besoin d'aide. Non, laissons l'île de France ici. Laissons le continent. C'est pas là les départements français qui ont besoin d'aide. Ben, on veut vous faire croire que non, on aime trop les Marocains. C'est eux qu'on doit aller aider. Mais les Marocains vous disent que nous n'avons pas besoin de votre aide. Malgré le fait que la catastrophe qui se soit battue a fait beaucoup de mal et fait beaucoup de mal aux Africains et aux Marocains, elle dit votre aide là, restez avec chez vous. Et puis, vous voyez Macron qui tout de suite dit je vais quand même là-bas. Et les autorités marocaines lui disent mais on ne vous attend pas. Deuxième fois, ou alors troisième fois, il devient un personnage non grata. Encore. Rappelez-nous là devant. Ben, au sommet des BRICS, oui. Il a été déclaré persona non grata. Et là, au Maroc, il est déclaré persona non grata. Et attention, Madame Siké, vous verrez que dans les prochains jours, plusieurs présidents refuseront d'être reçus à l'Élysée et refuseront de recevoir Macron, n'est-ce pas, en Afrique. Attendez voir cela. Ça arrive. Parce qu'en réalité, quand vous avez tout de faux, votre politique et même vos discours, qui sont, je ne dirais pas l'emporte-pièce, vous dites bonjour le matin et le soir, vous dites bonjour encore. Et vous pensez que vous parlez aux gens qui ne réfléchissent pas. Donc, vous comprenez que là, ce qui est en train de se passer, en réalité, c'est tout simplement la chute de la France. Si elle ne veut pas comprendre, elle comprendra forcément à ses dépens. La chute de la France, peut-être, à travers cette tension politique entre le Maroc et bien sûr la France. On rappelle que le Maroc a refusé l'aide du président français Emmanuel Macron à la suite de la catastrophe que le pays a subi il y a encore quelques jours seulement. Alors on a encore environ
5 minutes, je pense bien, pour la fin de cette émission. Peut-être les attentes, puisqu'on suit de près ce sommet des Nations Unies de ce côté-là. Peut-être en quelques mots, André-Christelle Fonga, pour sortir les attentes. On attend les discours, justement, de cela, parce qu'on sait que les projecteurs sont rivés vers le Mali, bien sûr, le Burkina Faso. On va voir, on espère que le Niger également va s'exprimer. On n'en sait encore rien. Il y a Mamadi Doumbouya également, on en a parlé. Mais quelles sont vos attentes? Est-ce que vous pensez que, même si on dit aujourd'hui que les Nations Unies voilà, ne servent à rien, est-ce qu'on pourrait quand même penser que c'est quand même le lieu pour ces États-là de pouvoir s'exprimer et de dénoncer un certain nombre de choses? On peut s'attendre quand même à quelque chose? Moi, je m'attends à rien. Vous aurez conseillé à cette délégation de ne pas y aller? L'ONU n'a jamais rien servi à quelque chose. Ça ne sert à rien. Nous, on a déjà dit... Oui, ces discours qui portent quand même... Oui. Qui servent à dénoncer quand même un certain nombre de choses. On a dénoncé, ça, oui. Ça a produit quel résultat? Non, je pense que le temps des discours est passé. Oui. On est à l'heure de l'action. C'est du concret. Qu'est-ce que les Nations Unies peuvent apporter dans les États? Oui. Est-ce que ceux qui participent à ce sommet-là, il y a des résolutions franches qui sont prises pour résoudre les problèmes des pays africains? Non. Oui. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse et on dise, nous savons que l'ONU est morte. Il y a un nouveau monde qui est en train de se préparer. Il y a une nouvelle organisation qui se prépare, qui est en train de se mettre en place. Parce que vous voyez les BRICS. Oui. Avec la mise en place des BRICS, avec l'ajout de 6 autres pays, vous voyez que déjà, la moitié du monde est déjà presque... Ça grandit, oui. Bascule déjà de là-bas. Donc, nous pensons qu'une nouvelle organisation, ce n'est pas que c'est les BRICS qui vont remplacer l'ONU, non. Mais nous sommes en train de penser qu'une nouvelle organisation plus juste et plus cohérente et plus équitable pour discuter des vraies questions du monde va se mettre en place. Encore que du côté du Sahel, on a encore une autre petite organisation, si on peut l'appeler ainsi, qui semble... Non, une très grande organisation. Qui semble bousculer le G5 Sahel ACD. Mais est-ce que le G5 Sahel existe encore? Depuis, elle est morte de sa belle mort depuis longtemps. Tout le reste que Macron essaie de faire là avec quelques pays, ça ne vaut absolument rien. La CEDEAO, elle est morte depuis longtemps. La preuve en est, ils n'arrivent pas à s'organiser pour aller taper le petit Niger. Vous comprenez que ce n'est pas une organisation. Donc, ce n'est pas des autres. Voilà une organisation qui est née. Des gens qui disent, OK, regardez seulement le droit de veto de 2 États, Burkina Faso, Mali. Vous attaquez le Niger, c'est une déclaration de guerre. Macron et ses alliés sont à terre. Président Matomba, pour sortir avec vous sur la question des Nations Unies, est-ce que vous attendez quand même quelque chose? Non, je pense que la politique de la chaise vide n'est toujours pas la bonne. Ça, c'est ma position. Oui. Et je crois que chaque fois que vous avez l'occasion de vous exprimer sur une question, exprimez-vous. Et puis, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quelque chose d'essentiel dans l'expression. Vous avez le message que vous voulez délivrer. Vous avez le lieu de délivrance du message et vous avez le messager, le porteur du message. C'est-à-dire que... Le contexte aussi. Oui, c'est pour ça que le contexte, c'est le lieu, si vous voulez. Le contexte. Et votre message est donc situé dans le contexte. Exactement. Dans ce lieu-là. Donc, il ne faut pas oublier que nous avons tous plébiscité, n'est-ce pas, le colonel Maïga l'année dernière, mais nous n'aurons pas écouté ce que les Maliens avaient à dire s'ils n'étaient pas sur cette tribune-là. Donc, le travail pédagogique qui est le nôtre et qui est celui de plusieurs Africains aussi, doit consister, n'est-ce pas, à parler, toujours parler, parce que le fait de parler déjà est une action. Madame Siké, si vous voyez l'ampleur de la lutte panafricaniste aujourd'hui, c'est aussi parce que plusieurs personnes se sont levées et ont commencé, et les gens n'ont plus accepté de garder le silence. Tout à fait. La parole conduit à l'action. Et je crois qu'il y a évolution aujourd'hui parce que plusieurs personnes s'expriment et ont refusé désormais, n'est-ce pas, de garder le silence. Pour preuve, chaque fois que vous faites une émission, vous avez des milliers de personnes qui interviennent à distance. Mais ces messages, ces paroles qui viennent d'horizons divers, de personnes différentes, atteignent plusieurs personnes qui sont dans le champ de l'action physique.
Et ces personnes sont motivées et vont de l'avant. Donc, il faut le dire, chaque fois qu'il y a l'occasion de parler, de vous exprimer, ne restez pas silencieux parce qu'une seule parole peut changer complètement la donne. Merci. Kadhafi avait jeté la charte des Nations Unies. Oui, devant. Ça a causé quoi? Son bombardement. Vous comprenez? Ça a permis de dénoncer quand même, de comprendre un certain nombre de choses. Je vous dis, c'est une tribune maudite. Parce que c'est une tribune qui n'apporte pas grand-chose. La preuve en est, tous ceux qui ont intervenu à la tribune des Nations Unies ont trouvé la mort après. Les nationalistes ont intervenu, Oumiobe a intervenu. Après, la mort en a suivi. Kadhafi a fait ce qu'il avait à faire. La mort est venue. Donc, vous comprenez qu'en réalité, ce n'est pas pour dire que on n'a pas droit à la parole ou bien on ne doit pas parler. C'est pour simplement dire que nous devons faire très attention quand nous allons aux Nations Unies. Parce qu'en réalité, ce ne sont plus nos interlocuteurs. On va beau dénoncer. Maintenant, nous sommes dans la politique de l'action. Nous avons parlé, nous avons fait notre travail de sensibilisation, de démontrer comment les Nations Unies ne sont plus une organisation qui pense le monde de demain, le monde humain. Ils pensent à autre chose. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, c'est à nous maintenant de prendre la responsabilité de savoir que si, je vous dis, Madame Siké, sur sur peut-être les 100 nations, 100 quelque chose de nations qui sont actuellement aux Nations Unies, si la moitié, ou bien même un quart, n'est-ce pas, refuse de participer, vous allez voir, les réformes vont prendre place. Parce qu'en réalité, c'est parce que justement, les gens ne font que y participer, qu'ils continuent à faire leur politique, et d'ailleurs, il faut qu'on quitte les États-Unis. Ben, il faut dire que c'est la suite, n'est-ce pas, de toute cette dénonciation, cette mise en lumière de ce qui était caché aux Nations Unies, que les uns et les autres, et même les présidents, ont maintenant le courage de s'exprimer. Et puis, il faut peut-être que nous avancions, nous disons à Moussa Faki, le président de la Commission de l'Union africaine, de faire très attention. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez cette information, il y a eu une réunion Union européenne, Union africaine, pour avoir une position commune à l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient présentement. Et dans cette réunion qui a failli passer inaperçue, on se pose des questions. Comment l'Union africaine va se concerter avec l'Union européenne pour avoir une position commune à l'Assemblée générale? C'est-à-dire que ce n'est pas une position purement africaine, c'est une position qui va, bien sûr, qui épouse celle de l'Union européenne. Qu'est-ce qui nécessite, n'est-ce pas, une concertation entre les deux pour avoir une position commune? Est-ce que les dirigeants de l'Union africaine se sont d'abord rencontrés entre eux pour avoir une position commune avant d'aller aux Nations Unies? La réponse est non. Mais là, pour aller aux Nations Unies, ils font une sorte de petite réunion avec l'Union européenne pour avoir une position. Et il faut donc dire à Moussa Faki de faire très attention. On sait que les intérêts pour qui il roule ne sont plus cachés. Donc, il fasse très attention parce que là, il s'agit de l'Afrique. Moussa Faki Mahamat va être président du Tchad. Donc, c'est pour ça qu'il travaille. Il est le béni oui de l'Union européenne et de la France aujourd'hui. Parce qu'il veut que la France l'adoube pour aller être candidat en République du Tchad. C'est tout. Voilà, donc il ne travaille pas pour l'Afrique. Voilà, merci à vous, cher monsieur. Malheureusement, nous n'avons plus assez de temps. Toutes nos excuses vraiment à nos téléspectateurs. Nous avons vraiment tenu au moins à faire cette émission, à ne pas louper ce rendez-vous parce que voilà, c'est vous qui faites For You Media Africa, vous le savez, et nous étions dans l'obligation justement de vous le rendre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir quand même été là. Toutes nos excuses une fois de plus pour le retard, mais on se donne rendez-vous demain. Toujours, vous le savez, lorsqu'il sera exactement 17h30 GMT ou alors 18h30 heure d'Afrique centrale. D'ici là, portez-vous bien et bien sûr, restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt.